Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimakite. Merci d'être au rendez-vous d'information de ce jeudi 30 juin 2022, dont voici le sommaire. Le bilan économique de 2 ans du pouvoir Évariste Ndayishimiye est négatif. La vie d'un citoyen ne fait que reculer et le produit intérieur brut ne cesse de dégringoler. Quant à l'indépendance de la magistrature, toutes les promesses du président Ndayishimiye lors de son entrée en fonction n'ont été que paroles, selon les défenseurs des droits humains et experts en économie que vous allez entendre dans cette édition. Au sommaire également, la persécution contre les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie prend de l'ampleur. Ces Burundais sont interdits de réhabiliter leurs maisons détruites par la pluie. Grogne des propriétaires des parcelles environnant l'usine de fabrication du ciment Buseko. Le projet de délocalisation de la dite usine n'a pas été mis en application. Le détail tout de suite. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. En page politique, alors que le Burundi célèbre ce vendredi 60 ans de son indépendance, l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par thème dresse un bilan économique négatif durant toute cette période. La vie d'un citoyen ne fait que reculer surtout suite aux crises répétitives, a annoncé le président de cette organisation dans une conférence de presse tenue ce jeudi. Dans un livret présenté à l'occasion de ces 60 ans d'indépendance du Burundi et les 2 ans du pouvoir Évariste Ndayishimiye, Faustin Ndikumana montre combien le produit intérieur brut ne cesse de dégringoler. Suivez. Dans ce livret, on revient d'abord sur la situation depuis l'indépendance parce qu'on a constaté que les conditions de vie dans Burundi de 1962 sont supérieurs aux conditions de vie dans Burundi aujourd'hui parce qu'en 1962 on était à 2 millions. Maintenant la population a été multipliée par 6, nous sommes à presque 12 millions, alors que la production n'a pas suivi. Encore, l'économie a été complètement laminée par les crises politiques à caractère répétitif. Déjà, au lendemain de l'indépendance, une démocratie balbutiante, en moyenne, la légitimité gouvernementale était 7 mois. Il était difficile de faire un programme de développement de son. En 1972, le PIB a reculé de 6%. De 1993 à 2005, la traversée des vers, le PIB a reculé de 33%. 33%. Et au lendemain, avec la reprise de la désinstitution démocratiquement et en 2005, on n'a pas pu avoir un taux de croissance pour récupérer ce qu'on avait perdu et pendant la guerre. Parce que vous vous souvenez, avec 2005, et le parti au pouvoir, au lieu de mobiliser les énergies sur le développement et les réformes, il y a un vrai parce qu'il y a une crise interne qui a diminué l'énergie du parti. En 2010, vous vous souvenez des partis politiques dans les élections, la naissance de la DCI Kiviri, des crises politiques qui nous terminaient par 2015. Ça a été encore une autre crise qui a même fait reculer l'économie. Donc, avec 2020, alors, il devait y avoir une renaissance nationale pour que on change la situation qui n'est pas reluisante depuis l'avènement de l'indépendance. Faustin Ndikumana précise qu'il reste beaucoup à corriger pour que l'économie du pays puisse décoller. Il cite notamment le respect des accords signés, dont l'accord d'Arusha, savoir séparer les affaires du parti et l'administration et cesser tout clientélisme dans les affaires du gouvernement. Encore une fois, le président de Parcel. Pour l'analyse doit être faite, nous avons identifié 10 contradictions. Il y a 10 contradictions, si elles ne sont pas levées, on ne peut pas décoller économiquement. Donc on doit jouer sur ces contradictions pour que le pays puisse décoller. On ne peut pas décoller tant qu'on n'accepte pas qu'on est pauvre, qu'on n'assume pas ces mauvais classements pour justement prendre des mesures concrètes. Parce que pour guérir la mal, il faut l'accepter. Deuxièmement, il faut une cohésion nationale. Il faut parler de cohésion nationale alors qu'il y a les documents de référence, la charte de l'unité,
l'accord d'Arusha sont ignorés, peu de Burundais savent le contenu de ces documents. Troisièmement, on passe au développement, on n'a pas la trajectoire de développement. On élabore des documents de référence, la vision 2025, le plan de développement, mais on ne se réfère pas à ces documents. Mais le Forum national et économique doit se dérouler en mois de novembre, les recommandations tardent à venir. On ne peut pas se développer tant qu'on ne met pas la recherche scientifique devant. Et la mise en condition des compétences, des experts, il est difficile. C'est qu'on ne peut pas coller tant que la stratégie de mobilisation des ressources externes n'est pas là. Promotion des exportations. La stratégie de mobilisation des ressources externes, comme l'aide publique au développement, les emprunts extérieurs, les investissements directs étrangers, le partenariat public-privé, les fonds de la diaspora. Il faut une stratégie de mobilisation des ressources externes en bonne et due forme. Si on ne peut pas développer des corps économiquement, alors qu'on a une culture d'opacité budgétaire, une gestion non transparente des finances publiques qui fait rouler du détournement. Effectivement, on ne peut pas décorer économiquement si on ne s'attaque pas à la corruption avec vigueur, à punir les coupables. Parce que si on s'en tire au remboursement de ce qui a été, et voilà, ça devient compliqué. Il faut quand même punir, il faut une justice indépendante qui punit. Et aussi, il faut une administration efficace et non politisée. Il ne faut pas que les affaires du parti se mélangent avec les affaires de l'administration. Et encore au soutien du secteur privé. Il ne faut pas de monopole, il ne faut pas que les administratifs soient les premiers dans les affaires, il ne faut pas que l'État invite tous les secteurs de la vie économique, même faire le commerce. Donc il faut concentrer la mission de l'État dans l'économie, dans la gestion des affaires. Quand il est une bonne à tout faire, la situation se complique davantage. J'imagine si on table sur ces contradictions, alors la situation peut être relevée. C'était Faustin Ndikumana, président de PARSEM. En page des droits de l'homme et l'organisation Initiative pour les droits humains au Burundi demande au président de la République de faire preuve de garant de l'indépendance de la magistrature et de mettre un terme à l'impunité des crimes commis au Burundi. Dans une lettre ouverte de ce 30 juillet adressée au numéro 1 burundais, IDHB regrette le fait que toutes les promesses du président Ndayishimiye lors de son entrée en fonction il y a de cela 2 ans n'ont été que paroles. Décryptage de ce document avec Emmanuel Nyongeko. 2 ans plus tard, pas de justice au Burundi. C'est le titre de la lettre ouverte adressée au président Evariste Ndayishimiye ce 30 juin à l'occasion du 2e anniversaire de son investiture comme président du Burundi. Dans ce document de 3 pages, l'initiative pour les droits humains au Burundi rappelle une autre lettre qui lui avait été adressée après sa prestation de serment qui décrivait comment 6 citoyens ont été tués entre octobre 2019 et mai 2020 en raison de leur affiliation politique. La plupart des victimes étaient membres du parti d'opposition, le Congrès national pour la liberté CNR en sigle. Les Imbonerakure, membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, étaient responsables de la plupart de ces crimes. L'IDHB indique que ces Imbonerakure agissaient en connivence avec des autorités locales ou des représentants locaux du CNDD-FDD ou avec leur soutien apparent. L'IDHB évoque 12 militants du CNR décédés du 7 novembre 2019 jusqu'au 15 décembre 2021. Selon cette organisation de défense des droits de l'homme, certains parmi ces membres du parti d'Agathon Rwasa ont succombé de leurs blessures quelques jours après suite aux coups infligés par des Imbonerakure, tandis que d'autres ont été exécutés par des organes de l'État. L'exemple illustratif est celui du nommé Albert Nyondiko, qui était soupçonné de soutenir l'opposition armée abattue dans la province de Bururi le 9 mars 2020 par des agents de la police et ceux du service national des renseignements. C'était lors d'une opération menée dans cette province. L'IDHB revient sur l'enlèvement d'Elingo Mirakiza le 9 juillet 2021, qui était responsable du parti CNR en commune de Mutimbuzi, province de Bujumbura, et qui n'a jamais été revu. En 2021, Gérard Ndayisenga, cadre du service des renseignements burundais, a été arrêté pour avoir joué un rôle dans la mort d'un certain Augustin Matata. L'initiative pour les droits humains au Burundi rappelle que le président avait promis que cet agent du SNR allait être puni de façon exemplaire, mais en vain. L'IDHB déplore l'impunité qui protège les auteurs de meurtres et toutes les violations graves des droits humains contre les opposants réels ou supposés qui a continué à s'observer au cours des 2 dernières années. En qualité de chef de l'État, de garant de l'indépendance de la magistrature, le président de la République a la capacité d'assurer que les hommes puissants dans son entourage ainsi que ses proches impliqués dans différents crimes soient traduits en justice
Enfin, l'IDHB indique que c'est lorsque la justice sera rendue pour les crimes graves que le Burundi pourra se concentrer sur les défis sociaux et économiques à venir. Merci Emmanuel Nyungeko. Toujours à ce chapitre, les assassinats qui prennent de l'ampleur en province de Cibitoke et dans d'autres coins du pays, les victimes étant qualifiées à tort ou à raison de voleurs, sont dues en grande partie à l'impunité qui règne dans le pays. C'est du moins l'analyse de maître Dieudonné Bachia-Chizé qui fait savoir qu'à la longue de tels crimes auront des conséquences multiples. Ils développeront la pratique de la justice populaire, estime cet activiste des droits de l'homme. Relativement à ces cadavres qui sont retrouvés ici et là et aux exécutions extrajudiciaires, je rappellerai en passant que ce n'est pas un phénomène nouveau et que les rapports de la Commission internationale d'enquête sur le Burundi ont toujours souligné la continuation de ce genre de crime. Lorsque les services de l'État s'adonnent à ce genre de crimes graves et que les auteurs ne sont ni poursuivis ni punis conformément à la loi et qu'ils sont plutôt souvent promus au poste de haute responsabilité, le message que ça envoie dans la société, c'est un message de désacralisation de la vie humaine. Lorsqu'il y a l'impunité et que les auteurs de tels crimes ne sont pas activement recherchés et punis, il y en a ceux qui viennent à conclure ou à déduire qu'ils peuvent régler leurs comptes aux gens avec qui ils ont des différends ou des gens qui ne partagent pas des convictions politiques en les réglant donc par des méthodes fortes. Vous savez que le parti au pouvoir quelquefois fait même l'apologie de ce genre de crime. Ce qu'on est en train d'observer depuis ces 7 dernières années va en contradiction avec la culture burundaise qui considérait la vie humaine comme sacrée. On a enseigné aux enfants qu'il est interdit de s'attaquer aux insectes ou aux petits animaux inoffensifs, mais hélas, on voit maintenant qu'il y a les mœurs, il y a la culture burundaise qui est en train de se détériorer avec cette absence de volonté politique qui laisse l'impunité perdurer. Pour mettre fin à cette tuerie, maître Dieudonné Bachia-Chizé indique qu'il faut que la justice travaille librement. Il faut également une volonté politique. Suivez encore une fois maître Dieudonné Bachia-Chizé. Pour ce qui est de la province de Cibitoke, vous vous souviendrez que depuis plusieurs années maintenant, on retrouve souvent des cadavres, surtout tout près de la rivière Rusizi. On s'empresse à les enterrer sans toutefois mener des enquêtes. Le message que ça donne dans la population, effectivement, c'est un message qui n'est pas en faveur de la protection de la vie humaine, mais qui va dans le sens de banaliser même ce genre de crime. Il est grand temps donc que l'État, que les services de l'État, la justice, la police changent leur méthode de travailler et qu'ils traquent les responsables de ce genre de crimes si jamais c'est pas ces mêmes corps qui sont impliqués. Là, je parle de la police, des renseignements et des jeunes de la milice Imbonerakure. Donc, s'il continue à être observé cette absence de volonté politique de rompre avec l'impunité, ne croyez pas que ce phénomène, que ces crimes s'arrêteront d'eux-mêmes. Il faut une volonté politique, il faut des actes qui vont dans le sens de montrer à la population que des crimes comme des exécutions extrajudiciaires ne sont pas tolérables dans l'État et on ne peut que prêcher par les actes, on ne peut pas parler, s'opposer par les paroles, mais continuer à agir dans le sens opposé, espérer un résultat palpable. Donc le Burundi a encore un grand chemin, les Burundais doivent changer et c'est d'abord au pouvoir politique qui incombe la plus grande responsabilité. Pour rappel, 4 personnes ont été tuées dans une période ne dépassant pas une semaine en province de Cibitoke. Toujours au chapitre Droits de l'homme et libération, ce mercredi de prix de 100 détenus des prisons de différentes provinces du pays. L'association chrétienne pour l'abolition de la torture à Kate Burundi salue cette libération faite dans le but de désengorger les prisons. Toutefois, la Kate Burundi déplore qu'il y a des détenus poursuivis pour des infractions à caractère politique qui sont discriminés quand il faut appliquer cette mesure. Kate Burundi demande à la justice le respect de la loi, que ce soit en ce qui concerne l'arrestation ou la procédure judiciaire. Suivez maître Jean-Claude Nirumusi, chargé du département juridique au sein de la Kate Burundi.
ACAT Burundi se réjouit de la libération des détenus dans différents établissements pénitentiaires à travers le pays. Cette libération, d'après nos sources, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la promesse faite par le chef de l'État à l'occasion du discours de fin de l'année. Ces libérations pourraient apporter une réponse à la surpopulation carcérale qui est d'ailleurs repris dans nos rapports respectifs, si du moins elles sont faites avec objectivité. Malheureusement, nous constatons que les détenus libérés sont encore moins nombreux si l'on se réfère à l'effectif des prévenus qui sont encore en détention. Toutefois, nous sommes encore une fois choqués car les prisonniers politiques ne sont pas concernés par cette mesure. En fait, c'est une mesure discriminatoire. D'ailleurs, il y en a qui, parmi les détenus qui sont poursuivis pour des infractions à caractère politique, qui sont acquittés ou d'autres qui ont purgé les peines mais qui ne sont pas libérés dans cette campagne. Et donc, ils sont toujours détenus sans titre ni droit. À l'ACAT Burundi, nous sommes conscients que cette mesure à elle seule ne suffit pas pour éviter, encore une fois, le désengorgement, mais encore une fois que le désengagement se fait sentir jusqu'à présent. Nous demandons qu'il y ait une politique claire des parquets pour éviter des détentions préventives. L'application stricte du principe selon lequel la liberté est la règle et la détention en est l'exception pourrait être une des solutions. La rédaction de la RPA a pu connaître quelques chiffres de détenus libérés. À la prison de Muramvya, plus de 20 détenus ont été libérés. À la prison de Ngozi, plus de 50. Et à la prison de Ruyigi, plus de 52 détenus ont été libérés. Parlant droit de l'homme toujours, le gouvernement du Burundi devrait plutôt laisser la justice faire convenablement son travail au lieu de continuer de défendre l'indéfendable. C'est la réaction du défenseur des droits de l'homme, Janvier Bigirimana, après que le gouvernement ait déclaré hier au Conseil des Nations Unies que le pays n'a pas besoin de rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Selon maître Janvier Bigirimana, il est impossible de cacher que les violations des droits de l'homme continuent de se commettre au Burundi. Au Burundi, il existe toujours des violations des droits humains. Cela est constaté non seulement par des organisations de défense des droits humains burundaises, mais aussi des organisations internationales qui travaillent sur le Burundi. Les discours des autorités burundaises tendent à maquiller une situation qui est pourtant grave, parce que nous avons une justice qui reste liée à l'exécutif, mais aussi nous avons des citoyens qui sont aujourd'hui considérés comme des citoyens de seconde zone, c'est-à-dire les opposants et d'autres citoyens qui sont présumés comme tels, qui sont opprimés chaque jour sans que la justice puisse faire son travail. À côté de cette situation, nous avons également des autorités burundaises qui sont là comme si elles gouvernaient pour une partie de la population, c'est-à-dire celle du parti au pouvoir. Nous avons des autorités qui ne sont pas capables de rassembler, de protéger tous les citoyens. Donc, ce sont des défis qui sont réels. Ce sont des défis qui ne peuvent être relevés que par une justice indépendante et qui agirait en vertu de l'article 60 de la Constitution, qui prévoit que la justice doit être la protection de tous les citoyens en ce qui concerne leurs droits et leurs libertés. Donc nous demandons aux autorités burundaises, au lieu de tenir des discours qui cachent une réalité qui crève les yeux, de plutôt opérer des changements radicaux en ce qui concerne le comportement de la gouvernance actuelle, en ce qui concerne aussi l'indépendance de la justice, parce que c'est cette justice qui pourra assurer une réelle protection des citoyens pour lesquels des droits sont régulièrement bafoués par des imbonerakure, par des corps de défense de sécurité, mais aussi par des membres influents du CNDD-FDD. La nécessité de ce mécanisme qu'on appelle le rapporteur spécial des Nations Unies sur le Burundi est une évidence, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mécanismes indépendants qui travaillent sur la question des droits humains au Burundi. Nous savons que la CNIDH, tout comme les autres mécanismes nationaux, sont liés au gouvernement du Burundi. Ce sont des mécanismes qui ne sont pas du tout indépendants, raison pour laquelle il était important que les Nations Unies puissent garder un œil à travers un mécanisme indépendant qui est le rapporteur spécial sur les questions des droits humains au Burundi.
Parlons toujours droits de l'homme, mais cette fois à l'endroit des réfugiés burundais. La persécution contre les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie prend de l'ampleur. Ces Burundais sont interdits de réhabiliter leurs maisons. Les responsables et les chargés de la sécurité de ce camp démolissent toutes les maisons qui présentent des signes d'une récente réhabilitation. Et le détail avec Daniel Claire, il la trouve. Les responsables et agents de sécurité du camp de réfugiés de Nyarugusu sont en train de démolir toutes les maisons nouvellement reconstruites par des briques neuves. Une opération qui s'inscrit dans le prolongement des persécutions pour forcer les réfugiés burundais à rentrer le plus tôt possible. Les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu indiquent qu'ils ont été choqués par ce qui se passait dans ce cas ce mercredi. Ils font savoir que le personnel du bureau des responsables du camp, en compagnie des Sungusungu, sont passés dans toutes les zones pour démolir toutes les maisons reconstruites par des briques neuves. Ce réfugié du dit camp raconte. Il y a vraiment un grave problème. Toutes les briques qui ont été fabriquées par les réfugiés sont en train d'être détruites. Plus grave, ils sont en train de démolir toute maison qui a des briques neuves. Nous sommes vraiment dépassés. Ces agents de sécurité et le personnel du bureau des responsables du camp n'épargnent même pas les salles de cinéma qui aidaient les réfugiés à se distraire, martèle notre source. Nous avions des salles et des maisonnettes pour le cinéma, mais ils sont en train de les détruire et de les brûler en plein jour. Ces lieux nous étaient vraiment très utiles car ça nous aidait à diminuer le stress et à rigoler un peu lorsqu'on regardait le film car nous avons beaucoup de problèmes dans son cas. Les responsables du camp ont prévenu les réfugiés burundais qui ne veulent plus voir de maisons neuves dans ce cas, mais plutôt que ces réfugiés n'ont qu'à aller les construire chez eux. La semaine dernière, les réfugiés burundais avaient été quasiment interdits de reconstruire leurs maisons, présentant déjà des fissures. Merci à toi, Daniel Claire Iratumva. Après cette petite transition, nous parlons gouvernance. Je vous le disais en titre, grogne des propriétaires des parcelles environnant l'usine de fabrication du ciment Buseko en Tigre. Le projet de délocalisation de la dite usine n'a pas été mis en application. Au lieu de déménager, cette usine a plutôt continué l'extension de ses installations. Pourtant, ces activités sont nuisibles à la santé de cette population. Le point avec Josiane Mouzanez. Les propriétaires des parcelles se trouvant à proximité de l'usine Burundi Cement Company, Buseko en sigle, regrettent que le projet visant la délocalisation de l'usine semble avoir été jeté aux oubliettes. Ces habitants de la colline Karurama, de la commune Rugombo en province de Chibitoke, où est implantée cette usine, font savoir que depuis l'annonce faite par le gouvernement d'Aïchemiye, aucune autorité ne les a approchés pour trouver solution aux impacts néfastes des activités de la dite usine. On nous avait dit que le problème sera résolu juste après les élections. Ça fait 2 ans que nous avons de nouvelles institutions, mais aucune réunion avec les autorités gouvernementales ou locales n'a été tenue à ce propos. C'est comme si le projet de délocalisation de l'usine n'a jamais existé. Cette population de la colline Karurama exprime également leur pessimisme quant à la résolution de ce problème, car explique-t-il, l'entreprise Burundi Cement Company, au lieu de se préparer à vider les lieux, poursuit plutôt les travaux d'extension de l'usine. Il y a eu des allégations selon lesquelles la Buseko va déménager, mais nous considérons que ce sont des paroles en l'air. Juste après les élections, l'entreprise a plutôt accéléré les travaux d'extension et a apporté des moteurs beaucoup plus grands. Il est très clair qu'il ne compte surtout pas délocaliser. Pourtant, le ministre en charge de l'environnement Deogi Delulema avait annoncé en date du 17 février 2021 la délocalisation de l'usine Buseko dans l'objectif, disait-il, de sauver la vie de cette population. Dans nos éditions ultérieures, nous reviendrons sur les impacts des activités de cette usine de production du ciment sur la population environnante. Merci à toi, Josiane Mouzanez. La dernière nouvelle de cette édition, une maison de la zone urbaine de Buyenzi a été calcinée la nuit dernière. Selon les informations recueillies sur place, cet incendie a été causé par l'essence qui était dans cette maison. Le carburant stocké dans des maisons alimente souvent le marché frauduleux de cet or noir, un commerce qui se généralise dans tout le pays.
C'est ici que prend fin cette édition. Merci mesdames et messieurs de nous avoir prêté oreille attentive. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagit. Au revoir.